Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, malgré les manifestations de l'opposition réclamant des réformes politiques, le gouvernement refuse de céder. Les autorités invitent les manifestants à saisir les voies constitutionnelles prévues à cet effet. Le tourisme tunisien reprend des couleurs. 2 ans après les attaques contre ces lieux touristiques, près de 4,5 millions de personnes, dont 2 millions d'Algériens, ont visité le pays de janvier à août 2017. Et puis, ils rêvent d'un avenir meilleur pour le continent. Les think tanks africains sont lancés un peu partout. Et dans ce journal, nous recevons Éric Roudou, président du nouveau think tank Génération des Vigilants au Bénin. Mais tout d'abord, en Angola, le MPLA succède au MPLA. Sans surprise, le parti au pouvoir remporte les élections générales de ce mercredi 23 août 2017. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succédera à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Selon la commission électorale, la formation au pouvoir remporte 64,57% des voix, loin devant l'UNITA, son principal rival, qui en obtient 24,04%. Au Togo, le gouvernement se dit favorable aux réformes, mais seulement par la voie de la commission à réflexion prévue à cet effet. Une position maintenue en dépit de l'actualité politique de ces derniers jours, marquée par des manifestations des opposants qui réclament des réformes politiques. Les précisions de notre correspondante MFA Kofi. La limitation du mandat présidentiel, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora, tels sont entre autres ce que réclame l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain au lendemain des manifestations du 19 août. Face à la grogne de l'opposition, les responsables du parti au pouvoir Union pour la République estiment que la mise en œuvre des réformes incombe à la commission de réflexion sur les réformes. Pas de temps à perdre donc au sein de UNIR. Le moment est de se préparer pour les prochaines échéances électorales. UNIR n'a nullement peur. Seulement, vous savez, le chef ou l'enfant du roi ne fait pas de bruit. C'est ça qu'on dit en Afrique. Nous n'avons pas le droit de faire du bruit parce que nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Si les gens veulent briguer la magistrature suprême, c'est vrai. On ne crée pas un parti politique pour ne pas demander le pouvoir, mais il y a les voies constitutionnelles. Il faut passer par les élections. Et c'est bientôt les élections, donc nos amis de l'opposition n'ont qu'à se préparer pour que ces élections se déroulent. Et s'ils gagnent, nous allons les accompagner à gérer le pays. Selon le parti au pouvoir, le chef de l'État Faure Gnassingbé reste favorable aux réformes. Pour ce faire, la commission sur les réformes dirigée par Awanana est en tournée sur l'ensemble du territoire pour recueillir les avis de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Seulement voilà, les membres de cette commission n'inspirent pas confiance à l'opposition, mais il y a nécessité d'apaiser le climat politique actuel au Togo, selon certains observateurs. Il est important que les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce sens de pouvoir dialoguer et parler, et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse sortir des propositions concrètes pour pouvoir apaiser le peuple. Et le premier à le faire, je crois que c'est le chef de l'État. Avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il est important que, en tant que premier garant, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage exprimé du peuple togolais, c'est-à-dire c'est lui qui a été élu, il est important qu'il s'adresse à la nation par un message d'apaisement, invitant effectivement le peuple togolais, parce qu'un processus déjà amorcé. La mobilisation de l'opposition ces derniers jours est loin d'inquiéter le parti au pouvoir. Pour l'heure, aucun dialogue avec l'ensemble de la classe politique n'est annoncé du côté du gouvernement togolais. En rappel, les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Parlement, sont prévues au Togo pour 2018. Le tourisme tunisien repart à la hausse, notamment grâce à un afflux massif des touristes algériens. Au 10 août 2017, ils étaient déjà plus de 2 millions de touristes algériens à visiter le pays. Et la saison n'est pas encore finie. Gladys Mwamba. Le tourisme tunisien reprend des couleurs, notamment grâce à ses voisins algériens. Sur les près de 4,5 millions de touristes étrangers ayant visité la Tunisie de janvier à août 2017, environ 2 millions seraient algériens. Les touristes en provenance de l'Algérie seraient en hausse de 60% depuis le début de l'année 2017. Des données qui expliquent l'augmentation des recettes touristiques tunisiennes. Il y a de bons indicateurs. Les revenus ont progressé de 19% à 1,5 milliard de dinars tunisiens, soit 521 millions d'euros.
La hausse du nombre de touristes algériens en Tunisie serait notamment due aux mesures prises par les douanes algériennes pour réduire le temps d'attente aux postes frontaliers. L'instauration du dispositif des formalités des douanes par Internet, mise en place en juin 2017, aurait permis de réduire les procédures de douane aux frontières à une durée de 5 minutes entre les deux pays. Le tourisme maghrébin en particulier est un touriste important et la Tunisie nécessitait ses lois, étant donné qu'elle s'est trouvée dans la situation difficile actuelle, eh bien, elle a dû se retourner vers le tourisme africain qui s'est avéré être, et tourisme maghrébin en particulier, qui s'est avéré être apporteur d'opportunités pour tout le monde. Le tourisme, qui contribue à 8% du produit intérieur brut tunisien, commence à sortir de sa torpeur 2 ans après les 2 attentats terroristes contre des sites touristiques qui ont fait une 60aine de victimes. Pour l'ensemble de l'année 2017, la Tunisie espère accueillir sur ses terres 6,5 millions de touristes étrangers, toutes nationalités confondues, ce qui représenterait une hausse de 30%. En Centrafrique, la situation reste toujours tendue à Bangassou, dans le sud-est du pays. Le regain de violence entre communautés chrétiennes et musulmanes ces derniers mois a fait une centaine de victimes et des milliers de déplacés, notamment vers le Congo voisin. Gladys Mwamba. La situation sécuritaire de Bangassou inquiète les humanitaires. Cette ville du sud-est de la Centrafrique, autrefois prisée pour ses diamants, est aujourd'hui le théâtre d'affrontements entre les rebelles musulmans, Séléka, et les milices chrétiennes anti-Balaka. Située près de la frontière avec le Congo, cette ville se dépouille progressivement de ses 35 000 habitants qui tentent de trouver refuge dans des endroits sécurisés pour se faire soigner. Maintenant, il y a la communauté musulmane et une partie de la communauté chrétienne qui s'était réfugiée au niveau des sites catholiques. Voilà, ils n'avaient pas droit, par exemple la communauté musulmane, ils n'avaient pas droit de sortir pour aller se faire soigner à l'hôpital ou dans des centres de santé périphériques. Malgré le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, le gouvernement peine à contrôler les localités situées à l'extérieur de la capitale Bangui, une situation qui permet aux milices armées de se déplacer librement. Cette escalade de violence amplifie la crise humanitaire dans le pays. Les déplacements massifs de population ont engendré une perte d'efficacité du système sanitaire. L'hôpital de 115 lits de Bangassou ne fonctionnerait qu'à 60% de sa capacité, les populations ayant peur de sortir pour se faire soigner. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de soins urgents au niveau de l'hôpital, puisqu'on a maintenant une équipe chirurgicale qui est en place, le chirurgien, l'anesthésiste, mais il y a des cas qui traînent au niveau de la paroisse qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital, puisque on ne sait pas garantir leur sécurité au niveau de l'hôpital. L'escalade de violence à Bangassou a engendré l'interruption temporaire des activités d'une partie de la communauté humanitaire, en dépit de la présence des quelques 13 000 soldats de la MINUSCA sur l'ensemble du territoire national. Les situations sécuritaires et humanitaires de la Centrafrique peinent à se stabiliser. Génération des Vigilants, c'est le nom du nouveau think tank béninois lancé le 12 août à Cotonou, la capitale économique. Il a pour but d'améliorer la gouvernance publique du pays. Il profitera aux gouvernants, aux acteurs de la société civile, aux organisations internationales et à tout partenaire au développement. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau son président, M. Eric Oudot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mariama. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez présenter votre think tank à nos téléspectateurs? Merci Mariama. Génération des Vigilants, c'est un laboratoire d'idées mis en place par des jeunes cadres béninois qui veulent s'impliquer dans la lutte contre les maux qui freinent le développement de leur pays. Génération des Vigilants, nous avons des jeunes cadres qui se sont regroupés, qui viennent de divers horizons, du monde, de tous les mondes, le monde professionnel, le monde de la justice, le monde de la culture, le monde du tourisme. Et nous allons mener des réflexions, influencer les décideurs et faire des propositions à des solutions. Pourquoi avez-vous jugé de lancer cette boîte à idées? Des solutions pour les politiques publiques, voilà. Pourquoi avez-vous jugé utile de lancer cette boîte à idées? Oui, nous avons jugé utile parce qu'aujourd'hui, le temps est à l'action et la jeunesse doit prendre la relève. Et pour prendre cette relève, il ne suffit pas que la jeunesse se mène dans une guerre de leadership. Il faut que la jeunesse rentre dans une guerre des idées. Et la guerre des idées, ça ne peut que se faire dans un cadre approprié qui est le think tank. Les think tanks comme le vôtre sont à la mode, mais on ne voit pas vraiment ce que cela apporte à la marche du continent. Qu'apportez-vous de plus dans le paysage politique, économique et social du Bénin? Très bien, vous saurez bientôt que la génération des Vigilants est
est un think tank qui veut apporter des événements innovants. Et bientôt, nous allons lancer ce que nous appelons l'école de la vie, de la citoyenneté des vigilants. Et ça va permettre à tous les vigilants de pouvoir détecter, de pouvoir avoir du moins la capacité à se rendre compte de ce qui nous arrive et faire des propositions et mener à bout nos décideurs à pouvoir prendre en compte nos propositions. Quand on lance un laboratoire d'idées comme celui dont vous nous parlez, quelle est la plus grande difficulté à laquelle on est confronté? Et bien sûr, d'abord, il y a une difficulté, quand vous savez, quand les hommes se regroupent, il y a une difficulté d'organisation, de coaching. Et nous sommes en train de mettre en place un cadre favorable pour permettre à tous les jeunes cadres qui sont vigilants désormais de pouvoir avoir un espace libre, indépendamment de toutes les pressions, pour pouvoir exercer et mieux mener les réflexions. Et après ça, nous avons aussi le financement. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas se faire tenir par des groupes d'intérêt privés ou publics. Donc, Génération des Vigilants ne veut pas être manipulée. Donc, pour cette raison, nous allons nous organiser par des cotisations et faire ce que nous pouvons faire pour notre pays. On a cru comprendre qu'il y avait 5 commissions techniques dans ce think tank. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Très bien. Et nous avons la commission Société, Culture et Tourisme. Et nous avons la commission État, Citoyenneté et Droit. Nous avons la commission Émergence, Développement durable. Et nous avons la commission Santé. Et sans oublier la commission éthique. Donc, toutes ces commissions permettent aux vigilants de pouvoir exercer réellement la vigilance. Comment allez-vous mettre en application votre projet dans le cadre de ce think tank? Et bien sûr, je voulais parler tout à l'heure, dès les semaines à venir, nous allons, le début du mois de septembre, nous allons lancer l'école de la vie et de la citoyenneté des vigilants. Et nous allons nous approprier de tous les documents de politique de développement. C'est ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien pour une jeunesse qui est appelée à prendre la relève de se regrouper et de mener des guerres de personnes. Il faut s'auto-saisir des programmes de développement, les comprendre et aller vers les décideurs pour exiger de ceux-là de tenir compte des priorités, non seulement de la jeunesse, mais des besoins réels du peuple et de la société. Donc ça, c'est très important et capital de pouvoir le faire. Et là, c'est votre façon à vous de contribuer au développement du Bénin et de l'Afrique en général. Et il faut aussi former cette catégorie de décideurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui veut prendre le pouvoir. Mais est-ce qu'elle est bien préparée? Est-ce qu'elle a les compétences avérées pour amener notre pays au développement réel? Parce que là, il faut former des jeunes, il faut les former, c'est pouvoir les regrouper, les préparer à manager, les préparer à mener bien une équipe, un peuple. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le peuple béninois, il y a, comme on le dit, une coupure entre la confiance et les élus. Vous allez les réconcilier. Parlé lors de notre lancement. C'est bien sûr l'élu communal, M. Roland Dachefa, de Dadjomou, qui nous a parlé de comment restaurer la confiance entre les élus et le peuple. Merci et beaucoup. Nous avons aussi constaté que la démocratie béninoise était en agonie. On a eu la chance d'avoir l'honorable Epiphane Kenom, sans oublier M. Abel Breton-Nomon, qui nous a parlé aussi de comment les jeunes doivent réduire la pauvreté atteinte des... Merci beaucoup, M. Éric Oudot. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau président du think tank béninois Génération des Vigilants. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Ouais, merci.